Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 1er décembre, bienvenue dans l'hebdo politique, un hebdo politique spécial cette semaine puisque nous sommes à Strasbourg. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Et oui, spécial car nous sommes à 6 mois des élections européennes qui se dérouleront le 25 mai prochain. Nous sommes au cœur de l'un des organes qui fait l'Europe, le Parlement européen. À cette occasion, nous recevons cette semaine une députée européenne élue en Ile-de-France, Constance Le Grip. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, Constance Le Grip, nous aborderons deux thèmes, le rôle du Parlement européen et des eurodéputés et le désamour des Français pour l'Europe. Mais tout de suite, revenons sur votre parcours. L'hebdo politique. Constance Le Grip, vous êtes née le 14 novembre 1960 à Chatou, dans les Yvelines. Vous êtes députée au Parlement européen élue dans l'euro-circonscription d'Île-de-France, celle des Yvelines notamment, depuis le 10 février 2010. Vous avez succédé à Michel Barnier, nommé commissaire européen au marché intérieur et aux services. D'ailleurs, ce n'était pas trop de pression de succéder à un homme politique si important, si connu et qui a été ministre sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Non, ça n'a pas représenté trop de pression. Je lui ai succédé effectivement, puisque c'est la logique du scrutin de liste. Et je savais que, étant la première non élue, le soir de l'élection européenne de juin 2009, si Michel Barnier était amené, comme cela a été fortement envisagé, à quitter le Parlement européen pour intégrer la Commission européenne, c'était moi qui immédiatement montais en quelque sorte sur la liste et entrais au Parlement européen. Donc j'avais eu le temps de me faire à cette idée, et deux, je ne l'ai pas remplacé. Michel Barnier était remplaçable, je lui ai juste succédé. Alors, votre carrière politique, vous ne la commencez pas en 2010, mais en 1986, vous n'avez alors que 26 ans et vous devenez attaché parlementaire d'Alain Lamassoure, député des Pyrénées-Atlantiques. Vous le suivez ensuite lorsqu'il devient député européen en 1989, mais également lorsqu'il est nommé ministre des Affaires européennes et du budget entre 1993 et 1997. Ensuite, on perd la trace de votre carrière politique jusqu'en 2001. Alors qu'avez-vous fait entre 1997 et 2001 ? Eh bien, pour être tout à fait franche, je me suis repliée sur des activités personnelles et familiales. Je suis mère de 3 enfants et il y a de temps en temps dans la vie d'une famille des moments où il est important qu'une mère de famille se consacre pleinement à ses enfants et à la structure familiale. Vous revenez donc en 2001 jusqu'en 2008. Vous êtes conseillère municipale à Neuilly-sur-Seine et c'est au début du 21e siècle que vous rencontrez votre nouveau mentor politique, Nicolas Sarkozy. En parallèle de votre rôle local entre 2002 et 2010, vous êtes conseillère parlementaire de Nicolas Sarkozy justement, au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Économie et à la présidence de la République. Alors entre Alain Lamassoure et Nicolas Sarkozy, auprès duquel avez-vous le plus appris en politique ? J'ai appris auprès des deux, vraiment, ça n'est pas une formule pour ne pas avoir l'air de choisir ou pour m'en tirer élégamment vis-à-vis de l'un comme vis-à-vis de l'autre. J'ai beaucoup appris auprès de l'un comme auprès de l'autre, mais j'ai appris des choses différentes. Et je le disais, vous êtes députée européenne depuis le 10 février 2010 au sein du groupe PPE, Parti populaire européen. Au Parlement, parmi toutes vos fonctions, vous êtes notamment membre titulaire de la Commission des affaires constitutionnelles. Un nom un petit peu barbare comme ça, la première approche. Concrètement, vous faites quoi dans cette commission ? Concrètement, cette commission des affaires constitutionnelles, dont j'ai eu la chance de devenir l'une des vice-présidentes au cours des mois écoulés, est en charge de la préparation des changements institutionnels futurs qui pourraient intervenir. Parce que vous le savez, les traités européens se sont succédés depuis le traité de Rome 1957 jusqu'au traité de Lisbonne qui est entré concrètement en application en décembre 2009. Il y a eu beaucoup d'étapes, des évolutions institutionnelles au fur et à mesure que la communauté économique européenne puis l'Union européenne s'ouvrait, s'élargissait, gagnait de nouveaux membres, gagnait également de
nouvelles compétences. Tout cela, ça veut dire à chaque fois, comme l'Europe est une construction de droit, modifier le droit, modifier les textes, modifier les traités, préparer la modification des traités. Et c'est donc le job de la Commission des affaires constitutionnelles que d'avoir toujours, je dirais, plusieurs coups d'avance et d'avoir en son sein des hommes et des femmes dédiés à la réflexion préparatoire à l'évolution future des institutions européennes. Nous sommes également chargés de veiller à la bonne application des traités et de travailler sur les différents textes déclinant les traités, par exemple le règlement intérieur du Parlement européen. Très bien, c'est clair comme ça. Tout de suite, le premier thème de l'émission. L'hebdo politique, vous avez la parole. Vous avez la parole. Premier thème de cette hebdo politique spéciale élection européenne, le Parlement européen et les eurodéputés qui le composent. Ils sont élus tous les 5 ans depuis 1979 au suffrage universel direct à la proportionnelle. Actuellement, il y a 766 députés qui siègent au Parlement européen. Si l'on se réfère à une définition simple, le Parlement européen dispose, avec le Conseil de l'Union européenne, du pouvoir législatif en Europe. Ensemble, ils adoptent ou modifient les propositions qui émanent de la Commission européenne, dont ils supervisent également les travaux. Le Parlement a aussi le contrôle du volet dépenses du budget européen. Alors comme ça, le rôle du Parlement et de ses députés peut sembler clair et logique. Eh bien, pas pour tout le monde. Écoutez ce micro-trottoir réalisé un jour de marché dans les Yvelines. Nous sommes allés vous demander à quoi servait, selon vous, le Parlement européen. Alors c'est une très bonne question. Personnellement, je ne connais pas du tout les députés européens. Et donc, même au niveau de leurs fonctions, alors je suppose qu'ils servent à prendre toutes les décisions justement au niveau européen, comme le Parlement français le fait en France. Mais voilà, on n'en entend pas souvent parler. Ils servent au Parlement européen à voter les lois. Donc, notamment en ce moment, il y a débat sur la circoncision. Je pense que c'est un projet qui est en train d'être voté au Parlement européen. À suivre les lobbies, mais comme le citoyen n'est pas vraiment en contact avec eux, qu'il y a peu de participation, il n'y a pas de contrôle citoyen sur le rôle de député. Donc aujourd'hui, ça sert surtout à recopier les lois des lobbyistes. Je ne sais pas, vu que la Constitution a été rejetée, je ne sais pas. C'est à peu près ils servent à la même chose que les députés français, sauf que c'est à l'échelle européenne, dans les compétences de l'Union européenne. Le Parlement européen sert à faire ce que font les députés européens, enfin à voter la politique européenne, à l'établir, à la conduire. Et si je me souviens bien de mon cours de droit de l'UE, sous l'égide de la Commission européenne, ou en tout cas en partenariat. C'est un peu comme un député à l'Assemblée nationale, sauf que c'est un cran au-dessus, c'est-à-dire que c'est au niveau de plusieurs pays que ça se passe. Donc c'est pour les projets, pour les lois, pour légiférer. Oui, bien sûr, les députés européens sont au Parlement européen. Les lois font un va-et-vient entre le Conseil, la Commission et le Parlement. Donc le Parlement, c'est la voix du peuple en fait, mais on l'oublie, parce qu'on a l'impression que c'est loin, et parce que les députés européens ne sont pas assez sur le terrain. C'est le relais, comme tout député par définition en fait. C'est le relais de chaque pays qui va exprimer, de chaque pays et de chaque parti qui exprime la voix des gens qui ont voté pour eux, un peu comme un député. C'est plus compliqué, le système est beaucoup plus lourd, mais c'est la même chose. Alors, vous l'avez entendu, Constance Le Grip, peu d'avis finalement convergents. On a pu entendre tout, n'importe quoi, des fois des choses fausses, des choses qui sont bonnes. Vous qui êtes députée européenne, donnez-nous la définition de votre rôle et de celle du Parlement de façon simple, pour que ce soit clair pour tout le monde, une bonne fois pour toutes. De façon, j'espère, simple, et cela en étant assez proche dans les termes que je vais employer de bien des choses qui ont été dites par certains des personnes que vous avez interrogées, parce qu'il y a eu beaucoup de choses justes et pertinentes qui ont été dites dans ce micro-trottoir. Le Parlement européen est un organe législatif, donc qui contribue à part égale, à égalité avec l'autre organe législatif des institutions européennes, qui est le Conseil de l'Union européenne, à fabriquer la loi européenne. Nous sommes donc des co-législateurs. De même que les députés et les sénateurs en France fabriquent la loi française, la loi de la République, nous fabriquons, en partenariat, encore une fois, avec l'autre autorité législative, qui est le Conseil de l'Union européenne, le Conseil des ministres, nous fabriquons la loi européenne, des directives et des règlements. Alors, vous le disiez, on a souvent entendu dans ces témoignages qu'un député européen, c'était finalement comme un député français de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas forcément vrai. Notamment, vous ne votez pas les lois dans tous les domaines. Alors, quels sont vos champs d'action précisément ?
Nous sommes co-législateurs, donc nous votons les futures lois européennes dans la quasi-totalité des sujets qui sont ceux de la compétence de l'Union. Ça va des sujets économiques, tout ce qui concerne par exemple la gouvernance économique européenne, c'est-à-dire le rapprochement de nos procédures budgétaires, le rapprochement du travail de construction des politiques économiques et financières dans nos États membres sur les grands agrégats économiques et financiers. Nous votons des textes qui organisent les modalités de cette convergence économique européenne, de cette gouvernance économique européenne. Mais nous votons aussi, bien évidemment, sur les dépenses agricoles. Nous votons sur les dépenses des fonds régionaux, les fonds qui viennent abonder dans nos régions, dans nos départements, dans nos collectivités territoriales, les projets d'infrastructure. Mais nous votons également sur des sujets qui concernent l'asile, qui concernent la reconnaissance des diplômes et des qualifications professionnelles, beaucoup des normes techniques, des normes de production, des normes industrielles sont issues de la législation européenne et nous votons sur ces sujets. Alors l'idée reçue, c'est que le Parlement, qui est le seul organe élu finalement, est un peu le maillon faible des institutions européennes. La Commission, c'est elle qui propose des lois et le Conseil, lui, peut voter sur tout. Est-ce que c'est une idée reçue ça, ou est-ce que vous aussi vous dénoncez ça? Alors, il ne s'agit pas de dénoncer, il s'agit peut-être juste de rectifier. Nous avons à part égale, donc à totale égalité, le pouvoir de co-législation avec le Conseil des ministres de l'Union européenne. Donc nous ne sommes pas un maillon faible. C'est vrai que l'organe que je représente dans notre émission aujourd'hui, le Parlement européen, est doté de la plénitude du pouvoir législatif, du pouvoir budgétaire et du pouvoir de contrôle depuis un petit nombre d'années, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, mais nous avons à part égale, encore une fois à égalité avec le Conseil des ministres de l'Union, la faculté de voter sur toutes les lois, tous les règlements qui sont de la compétence de l'Union. Alors on l'a entendu dans le micro-trottoir, finalement il y a peu de gens qui connaissent bien les eurodéputés. Pour que le Parlement, mais surtout vous les députés, vous êtes 74 Français à Strasbourg, soyez plus connus, que faut-il faire selon vous? Est-ce qu'il faut mieux communiquer, par exemple? On l'a entendu, c'était un avis, quelqu'un qui a dit qu'il faut plus communiquer. Il est évident que si nous ne sommes pas connus, c'est que nous sommes de mauvais communicants. Et j'entends parfaitement, parce que c'est quelque chose qui m'est très souvent dit, chaque fois que je sors sur le terrain, puisque je sors régulièrement sur le terrain, c'est-à-dire dans les différents départements de la région Île-de-France, j'entends cela. On ne vous voit pas assez souvent, on ne vous connaît pas assez. Comment ça se fait que les médias ne s'intéressent pas plus au Parlement européen, ne s'intéressent pas plus au travail des députés européens. Alors nous sommes peut-être, je suis prête à faire mon mea culpa, mais à ne pas le faire, je dirais, de manière solitaire. Mon mea culpa, nous ne sommes peut-être pas d'assez bons communicants. Il faut en même temps comprendre que pour être utile, pour être un tant soit peu efficace, pour faire réellement le job qui lui est confié et pour lequel il est payé par le contribuable européen, le député européen se doit d'être à Bruxelles et à Strasbourg. Et que le travail, si on veut le faire sérieusement, à temps plein, ce qui est par exemple mon cas, je ne fais que cela, est un travail assez prenant qui implique d'être très présent à Bruxelles, très présent à Strasbourg pour les sessions plénières, pour les réunions de commission, les réunions de groupes politiques, les réunions de sous-groupes politiques et toutes les structures de négociation, de discussion avec nos collègues. C'est un travail très prenant, on l'a compris. Et compensation financière, vous touchez combien pour faire ce métier-là ? Ah non, il ne s'agit pas d'une compensation financière, c'est un mandat pour lequel on est rémunéré. Voilà, ouais. Et nous sommes rémunérés à hauteur d'un traitement qui se monte à 6 200 € net, équivalent au traitement que reçoit par exemple un député à l'Assemblée nationale. Et à cela s'ajoute bien évidemment, comme pour les députés à l'Assemblée nationale en France, une enveloppe budgétaire forfaitaire qui couvre nos frais généraux. Pour ce qui me concerne par exemple, ça va de l'allocation que je paye pour ma permanence, puisque j'ai une permanence parisienne, aux frais téléphoniques, de correspondance. J'achète aussi bien des cartouches d'encre pour mon imprimante que des timbres, que des fournitures diverses et variées, tout ce qu'on appelle les frais généraux. Voilà
à quoi se monte la rémunération d'un député. Mais je voulais revenir un tout petit peu en arrière. Il faut être très présent Après, à Bruxelles. On n'aura plus beaucoup de temps sur le deuxième sujet. Très présent à Strasbourg, mais nous allons les uns et les autres, et pour ce qui me concerne, régulièrement sur le terrain, en fin de semaine, les vendredis, samedis, dimanches. Je ne suis ni à Bruxelles ni à Strasbourg, je suis dans mon eurocirconscription et je déploie toute une série de déplacements sur le territoire. En tout cas, merci pour votre franchise concernant les indemnités. C'est l'heure maintenant de faire un break avec une pause musicale. L'hebdo politique. Deuxième thème de cette hebdo politique spéciale européenne, les Français et l'Europe. Et ces chiffres terribles, d'après un récent sondage, plus d'un Français sur deux souhaite moins d'Europe. Et même 58% des Français estiment que l'Union européenne a un impact négatif sur la France. Constance Le Grip, ce désamour des Français pour le projet européen, vous le sentez, vous ? Bien sûr. Je constate régulièrement la désaffection, le désamour, la colère, quelquefois exprimée même violemment à certains moments dans certaines régions, et qui souvent se dirige contre l'Europe de manière un petit peu emblématique et réductrice, sans que le désamour, la désaffection, la colère, l'angoisse qui sont dirigés contre Bruxelles, contre l'Europe, soient clairement ciblés sur telle ou telle décision, telle ou telle institution, telle ou telle politique. Comment en est-on arrivé là selon vous ? Comment c'est possible ça ? C'est que l'Europe ne fait pas son boulot, ou l'Europe fait mal son travail, l'Europe ne communique pas assez ? Alors, tout d'abord, nous sommes en période de crise économique et financière depuis un certain nombre d'années, qui engendre une crise sociale et donc de la crispation sociale et politique forte, incontestablement. Nos concitoyens souffrent et reprochent à certains égards à l'Europe, encore une fois, de manière très, très générale, de ne pas suffisamment répondre à leurs inquiétudes, de ne pas suffisamment les protéger, peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on entend assez régulièrement dans la mondialisation, face à la concurrence de telle ou telle autre région du monde, de ne pas savoir forcément en son sein même, Europe, Union européenne, régler des questions telles celles du dumping fiscal ou du dumping social, qui peuvent engendrer de temps en temps des situations de concurrence qui sont perçues comme des situations de concurrence déloyale. Alors, il y a incontestablement des domaines dans lesquels il faut moins d'Europe, mais aussi des domaines dans lesquels il faut plus d'Europe. Et est-ce qu'il faut aussi simplifier les termes, simplifier l'Europe pour qu'elle paraisse plus simple aux Français de tous les jours ? Celui qui se lève le matin, qui va travailler pour nourrir sa famille, qui rentre le soir et qui ne comprend pas toujours les technocrates, ceux qui font les lois. Alors, d'abord, ce ne sont pas les technocrates qui font les lois, ce sont les députés qui font les lois, aidés en cela, et encore une fois, en copartenariat, en coproduction, comme on dirait au cinéma, avec les ministres. Ce ne sont pas les technocrates, ni en France, ni au plan européen, qui font les lois, même si les technocrates ne sont pas une espèce nuisible et qu'il faut des fonctionnaires qui produisent de l'expertise et qui produisent des projets de texte. Mais simplifier, ça n'est pas forcément le terme que j'emploierais. Concentrer. Peut-être l'Europe doit-elle, et c'est un vaste chantier qu'il nous faut ouvrir et sur lequel j'espère qu'au moment de la campagne électorale européenne, on pourra dialoguer avec nos compatriotes. Il faut certainement avoir une réflexion de fond sur la concentration du travail européen sur un certain nombre de domaines, sur un certain nombre de politiques sur lesquelles il est vraiment indispensable, totalement nécessaire, voire vital, de travailler ensemble, d'être ensemble, entre Européens, soudés, je dirais, ensemble, pour faire face utilement, efficacement. Et que peut-être d'autres sujets, d'autres domaines de compétences, certains domaines dans lesquels nos compatriotes peuvent avoir l'impression qu'il y a de la production de normes tatillonnes ou brouillonnes, etc., peuvent être laissés de côté. En bref, je pense qu'il faut reconcentrer l'Europe sur un certain nombre de sujets, sur un certain nombre de domaines, sur un certain nombre de politiques qui sont absolument indispensables
au plan européen qui doivent être traités ensemble et peut-être d'autres sujets n'ont-ils pas vocation à être en permanence travaillés par de la législation européenne. En tout cas, quand on demande quelle expression résume le mieux l'Europe, 23% des sondés répondent une liberté de circulation, ce qui apparaît comme un point plutôt positif. Mais tout de suite derrière arrive avec 22% une perte du pouvoir d'achat et avec 16%, une lourdeur administrative. C'est vrai ça ? C'est quelque chose de lourd et l'Europe ? Alors, très franchement, la lourdeur administrative est plutôt un sport national et un sport très franco-français. Alors, bien évidemment, de la législation européenne est produite en matière de production de normes industrielles, de normes environnementales, de normes sanitaires ou phytosanitaires devant s'appliquer aux marchandises qui sont produites en Europe, qui circulent librement, aux produits agricoles qui sont produits par nos agriculteurs, etc. etc. Mais cette norme, cette législation européenne, elle ne vient pas s'ajouter à de la norme ou de la législation nationale, elle vient tout simplement la remplacer. Si de temps en temps, et cela arrive dans notre pays, on voit le mal français se déployer, c'est-à-dire des stratégies de millefeuilles administratifs se déployer pour empiler des normes et des contraintes administratives sur des normes et des contraintes administratives, en ajoutant des couches nationales de normes à des couches européennes de normes, etc. On est dans un mal très franco-français et donc là on peut parler de lourdeur administrative, mais c'est pas l'idée. L'idée c'est plutôt d'avoir une législation qui s'applique de la manière la plus harmonieuse possible à l'échelle de l'Union européenne, mais qui ne vient pas en plus de la législation nationale, qui remplace la législation nationale dans bien des domaines. Revenons aux élections européennes. Vous, en tant que députée européenne, avez-vous peur que le pire ennemi de l'Europe, le Front National, arrive en tête des élections en mai prochain, des élections européennes ? Écoutez, je n'aborde pas la campagne européenne avec de la peur ou de la crainte. Honnêtement, ça n'est pas dans mon tempérament. Pourtant, les sondages... les sondages sont là. D'abord, tous les sondages ne donnent pas régulièrement le Front National en tête, ne donnent pas régulièrement Madame Le Pen au hit parade des leaders politiques français ou européens. Et encore une fois, j'aborde cette... campagne électorale comme un moment de vérité, comme un moment de démocratie, et donc je dirais plutôt avec envie et combativité et esprit de militantisme européen. Il y aura des efforts de pédagogie, des efforts de communication, des efforts de conviction à mener, des réponses à apporter à l'angoisse de nos compatriotes, des éclaircissements à leur donner. Peut-être devrons-nous de temps en temps reconnaître que nous n'avons pas forcément tout réussi, que peut-être sur certains sujets nous avons fausse route, et devons-nous prendre des engagements, je dirais en vérité, en responsabilité, pour leur proposer des chemins un peu différents de ceux qui ont été suivis pendant plusieurs décennies. Est-ce qu'au-delà du Front National, c'est la crainte finalement, est-ce que c'est l'abstention pour des partis comme l'UMP ou le PS ? On sait que l'abstention joue pour le FN. En 2009, aux dernières européennes, elle était de près de 60% quand elle n'était que de 40% en 1979. Effectivement, c'est plus l'abstention qui représente, à mon sens, la menace, puisque c'est ainsi que les choses se sont déroulées depuis plusieurs consultations électorales européennes. Comme si nos concitoyens ne mesuraient pas l'importance de l'enjeu, comme s'ils pensaient qu'aller voter aux élections européennes, finalement, c'était pas si important que cela, c'était pas si nécessaire que cela, que d'autres pouvaient s'en préoccuper et que leur vote n'avait pas beaucoup d'importance. Il faut que nous fassions comprendre à nos compatriotes que si leur vote aux prochaines élections européennes va être important, puisque maintenant, et c'est la première fois, ça n'était pas le cas en 2004 ni en 2009, les hommes et les femmes qu'ils choisiront d'envoyer ou non au Parlement européen seront des législateurs, influenceront non seulement l'orientation politique de la future Commission européenne, mais auront des pouvoirs législatifs forts, pourront dire un certain nombre de choses de la part des citoyens européens, à la fois aux gouvernements nationaux et à la Commission européenne. Est-ce que c'est votre rôle finalement à vous, les eurodéputés, de contrer cette montée des extrêmes dans toute l'Europe, en Grèce, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en communiquant plus ?
Alors c'est clairement de notre responsabilité de communiquer plus. Encore une fois, je le fais aujourd'hui grâce à vous, dans d'autres médias, à travers des déplacements de terrain très, très nombreux, où on ne touche pas forcément toujours le plus grand nombre, mais où on touche des publics cibles dont on espère qu'ensuite ils auront à cœur de propager. C'est notre responsabilité, notre mission que d'expliquer l'enjeu de l'élection européenne et de lutter contre la non-participation. Expliquer l'enjeu de l'élection européenne, c'est expliquer que c'est une élection importante, que le Parlement européen est devenu un lieu de pouvoir où se décident des choses importantes et qu'il est donc, à mon sens, important d'envoyer des hommes et des femmes qui travailleront en responsabilité, qui appartiennent à des formations politiques qui sont animées d'un esprit constructif et qui travailleront en responsabilité. Est-ce qu'une plus grande présence des partis extrémistes, populistes au Parlement européen, ça serait vraiment dangereux pour la construction européenne ? Alors, il pourrait y avoir, si d'aventure, effectivement, les prochaines élections européennes envoyaient au Parlement européen beaucoup de députés appartenant à des formations eurosceptiques ou europhobes, il pourrait y avoir un risque de blocage du fonctionnement du Parlement européen, ce qui serait incontestablement nuisible au fonctionnement des institutions européennes. Alors ça ne serait pas la fin de l'Europe, ça ne serait pas la fin des projets européens, ça ne serait pas la fin de la démocratie en Europe, mais incontestablement, ce serait un coup d'arrêt à un fonctionnement optimal de la seule institution issue du suffrage universel direct qu'est le Parlement européen. En tout cas, nous, on ne va pas s'arrêter puisqu'on passe au Money Time. L'hebdo politique, le Money Time. Et on termine cette émission avec le Money Time, une série de questions-réponses rapides. J'insiste bien sur le côté rapide. Le but, c'est d'apprendre à mieux vous connaître, Constance Le Grip, mais aussi de tester vos connaissances et de voir si vous suivez sérieusement l'actualité française. Vous êtes prête ? Oui. Alors, c'est aujourd'hui le 1er décembre, la journée mondiale de la lutte contre le sida. Le sida reste un fléau en Europe. 2,5 millions de personnes seraient touchées. La progression de la maladie est notamment alarmante dans les pays de l'Europe de l'Est et dans les anciens pays soviétiques. Comment l'Europe peut-elle aujourd'hui endiguer l'épidémie ? Eh bien, tout d'abord, c'est en consacrant des moyens budgétaires importants à la recherche que l'Europe peut faire œuvre utile. Encore une fois, l'Europe, ça n'est pas un échelon qui doit forcément dupliquer, répéter ce qui peut se faire à l'échelon national par les gouvernements nationaux. Mais par contre, la mutualisation des moyens, la mise en commun des moyens, c'est-à-dire par des programmes de recherche orientés sur des travaux pour, par exemple, trouver un vaccin efficace contre le sida, c'est ce que l'Europe peut faire de plus utile. L'Europe consacre des moyens de recherche importants, mais c'est ce qu'elle peut faire de plus utile. Sans transition, de quel pays le goulash est-il la spécialité ? La Hongrie ? Exactement, c'est une soupe avec de la... Ah, j'étais persuadé que j'allais vous piéger. C'est une soupe avec de la viande, des légumes, des aromates et surtout du paprika. La proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la prostitution a été examinée à l'Assemblée nationale. Une pétition contre ce texte a été lancée par le chanteur Antoine et signée par plusieurs dizaines de personnalités pour dénoncer la pénalisation des gens qui se prostituent et de ceux qui recourent à leurs services. Quel est votre avis sur ce débat ? Faut-il pénaliser ou ne pas pénaliser les clients ? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle pénaliser. Maintenant, faire en sorte... Je n'ai pas très franchement, à l'heure où nous parlons, eu le temps de lire in extenso le texte de la proposition de loi, dont je sais qu'il est porté par des parlementaires appartenant à des groupes politiques différents. Encore une fois, je n'ai pas lu intégralement le texte de la proposition de loi, je m'en excuse, mais le travail européen est assez dense. Par contre, tout dépend de ce qu'on appelle pénalisation. Je pense que l'idée de faire en sorte, et donc de le traduire dans des textes, que les prostituées ne soient pas, elles, coupables, mais soient considérées comme des victimes, est une bonne idée. Les prostituées, femmes et hommes, sont effectivement des victimes de la traite des êtres humains, victimes de bandes mafieuses, victimes d'un système d'exploitation des êtres humains avec des choses absolument abominables dans beaucoup de pays européens, y compris sur notre sol. Et donc, si on considère les prostituées comme des victimes, il faut bien essayer de trouver des moyens de réprimer par ailleurs. Alors, des amendes, c'est peut-être quelque chose qu'il faut creuser. Pénalisation, il ne s'agit pas de mettre des peines de prison, me semble-t-il. Quelle langue étrangère préférez-vous parler, Constance Le Grip ? Le néerlandais, l'anglais ou l'allemand ? Spontanément, j'aime beaucoup parler le néerlandais, qui est
ma langue maternelle au sens littéral. C'est la langue que pratiquait ma mère. En tout cas, ces 3 langues sont les langues que vous pratiquez et Tout à vous fait. parlez couramment. 25% des Français affirment tenter de frauder le fisc en ne déclarant pas une partie de leurs revenus. Une tentation plus forte chez les plus de 50 ans. Le ras-le-bol fiscal en France, est-ce que vous l'entendez, vous, de Strasbourg et les eurodéputés? Est-ce que vous sentez ça? Alors oui, le ras-le-bol fiscal, oui. Maintenant, le ras-le-bol fiscal, ça ne doit pas conduire à la désobéissance fiscale. Je ne vais pas faire l'apologie de la fraude fiscale ou de l'évasion fiscale. Maintenant, le ras-le-bol fiscal, oui, on l'entend, le ras-le-bol des artisans, des commerçants, des classes moyennes, des chefs d'entreprise, petites et moyennes notamment, bien sûr, on l'entend. Il y a eu trop d'impôts et je répète, trop d'impôts tue l'impôt. C'est clair. Avez-vous déjà voyagé dans le sud de l'Asie? Dans le sud de l'Asie, non. D'accord, parce que j'ai lu que vous êtes membre titulaire à la délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud. C'est vrai, j'ai hérité entre guillemets de cette appartenance à cette délégation de Michel Barnier qui avait, j'imagine, pour des raisons X ou Y, choisi d'appartenir à cette délégation. Je pense essentiellement parce qu'il avait, quand il était au Parlement européen, tout au début de la présente mandature, chef de la délégation française PPE, distribué des places extrêmement avantageuses dans des grandes et prestigieuses délégations avec des pays étrangers. Je pense à la délégation UE États-Unis, la délégation UE Chine, la délégation UE Russie, à d'autres membres, et qu'il ne s'était pas servi et qu'il avait donc opté pour une délégation qui n'est pas anodine, mais qui est une délégation organisant les relations avec une myriade d'assez petits États. Je n'ai pas eu l'occasion de participer à des déplacements de cette délégation aux Maldives, au Népal. On l'espère bientôt pour endroits. vous. On l'espère bientôt. Mais je suis allée en Chine puisque je suis membre de la délégation UE Chine et j'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises en Chine et c'est totalement passionnant. Une dernière question qui est, j'imagine, simple pour vous qui êtes député européen. Quel est le dernier pays à avoir intégré l'Union européenne? La Croatie. Exactement, la Croatie, le 28e État qui a aujourd'hui 12 députés européens. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Voilà, c'est la fin de cette hebdo politique spéciale élection européenne. Nous étions à Strasbourg au sein du Parlement européen. Merci aux équipes techniques du Parlement. Merci Constance Le Grip d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, c'était un plaisir. Je rappelle que vous êtes eurodéputé, que vous appartenez au PPE, Parti populaire européen. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine, 18h sur Sensation. Bonne fin de week-end à tous. L'hebdo politique sur Sensation.